suite donc, les intervenants pour cette table ronde donc, s'intitule Agritech, l'utilisation de la robotique et des données numériques. Donc, Widad Labani va me rejoindre, qui est responsable de l'équipe de recherche robotique et mécatronique à l'Institut XLIM de Limoges, de l'Université de Limoges, et puis Bertrand Dereigne, qui est chef de projet à l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine, ADI. Bertrand, tu peux te mettre là. Widad, alors on n'a que 2 micros, donc on va gérer avec ça. Juste pour introduire la table ronde, donc on a un sujet qui est celui effectivement du numérique, de la robotique agricole. Je voulais préciser effectivement que c'est un sujet qui est de plus en plus présent, puisque il y a bien évidemment le numérique qui transforme beaucoup de filières, beaucoup d'industries. L'agriculture en fait partie. D'ailleurs, on fait pleinement partie, puisque les agriculteurs sont quand même assez réceptifs, voire même très réceptifs à ces nouvelles innovations, à ces nouvelles possibilités d'information, de monitoring de leurs exploitations. La France est plutôt bien positionnée par rapport là aussi à ces nouvelles filières, à ces nouveaux enjeux. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est aussi de voir en Nouvelle-Aquitaine qui sont les acteurs, comment ça se passe et puis quelles sont les solutions qui sont développées. Rapidement également, pour donner le périmètre de la table ronde, donc on va parler, alors ce matin on a parlé aussi de ce qu'on appelle AgTech, donc la contraction de agriculture et de technologie, qui prend en considération beaucoup de choses. Donc c'est pas que la robotique, c'est pas que le numérique, c'est aussi ce qu'on a parlé ce matin dans la table ronde que je co-animais, par exemple sur les biosolutions, le biocontrôle, ça peut être aussi les biotechnologies. Enfin voilà, c'est toutes les innovations scientifiques qui permettent d'adresser des solutions potentielles donc, aux enjeux de l'agriculture et aussi de l'agroalimentaire. Et donc là, dans cette table ronde, on fera un focus plus particulier sur le numérique. Donc c'est par exemple des outils d'aide à la décision, des images aujourd'hui qui par exemple permettent de mieux gérer ces assolements, etc. Et puis de la robotique agricole qui sont... là, je ne vais pas donner la définition puisque je reposerai la question effectivement pour pouvoir montrer finalement qu'est-ce que sont les robotiques agricoles. Et derrière tout ça, il y a aussi bien évidemment tout l'enjeu de la chaîne de valeur de la donnée numérique, puisque c'est quelque chose qu'on pourra aussi discuter. Alors tout ça, et après je donnerai la parole à mes intervenants, il y a des vocations, il y a des enjeux de diminution des intrants, des pesticides, etc. C'est un petit peu renforcer l'intelligence ou le monitoring, la connaissance de notre environnement pour justement œuvrer mieux au travail agricole pour utiliser moins d'intrants, moins d'énergie et tout en préservant l'environnement. Donc on est bien dans cette dimension d'œuvrer aussi pour une pratique agroécologique, quoi qu'on en dise par rapport aussi aux questions qu'on a eues ce matin. Je vais démarrer du coup par Widad, donc sur une question simple, sur qu'est-ce qu'on appelle la robotique agricole. Et peut-être avant ça, vous laissez 1 minute et une planche, si on peut la passer, de présentation du labo dans lequel vous œuvrez. Alors, Widad Labani, donc moi je suis scientifique, hein, je suis plutôt roboticienne. Responsable d'une équipe de recherche en robotique et mécatronique. Dans l'Institut XLIM, en fait, c'est 500 personnes, 21 équipes. Bien proche. Et nous, on fait partie, l'équipe robotique et mécatronique fait partie de ces vingtaines d'équipes de l'Institut XLIM. Alors, on travaille sur des systèmes robotiques aériens, terrestres, etc. Et puis, on avait cette opportunité de pouvoir aussi participer à cet enjeu de réduction de l'apport de produits phytosanitaires. Donc, il y a eu un appel à projet national qui s'appelle le Challenge Rose, qui a été financé par l'ANR, qui est l'Agence nationale de recherche, qui finance beaucoup de projets, mais avec un taux de sélectivité extrêmement fort et réduit. Donc il y a 4 équipes qui ont été sélectionnées, dont 2 équipes qui se trouvent sur le territoire néo-aquitain, dont la nôtre. Et donc l'objectif, c'est d'amener des solutions pour faire du désherbage en intrarang. Je parle directement sur le projet. Enfin, je sais pas si. Du coup, il y a la petite vidéo qui va oui, après. sur la petite, oui. En fait, sur le schéma sur la planche que vous voyez ici, on voit la diversité des systèmes sur lesquels on travaille, que ce soit des drones aériens qui vont de la conception jusqu'au contrôle. Ce qui nous intéresse principalement, c'est comment faire pour rendre ces systèmes autonomes en interaction dans des environnements réels.
et aussi en collaboration entre différents systèmes hétérogènes, aéroterrestres par exemple, et puis très récemment vers les environnements maritimes aussi. Donc on peut passer à la slide suivante pour montrer le Challenge Rose. Voilà, donc si on n'a pas beaucoup de temps, on peut passer au Challenge Rose. Donc en fait, le cahier des charges, c'est d'apporter des solutions pour intervenir sur la chaîne complète, hein, qui est observer, interpréter, décider et agir. Donc agir pour faire du désherbage de l'intrarang sur 2 types de cultures qui sont le maïs et le haricot, avec des intrarangs qui sont de l'ordre du 5 cm. Oui, là, il faut expliquer, je pense, intrarang pour qu'on soit clair. Alors intrarang, c'est la distance entre les pieds de plantes de culture. Ouais. Donc 5 cm, c'est très très petit pour qu'un système vienne intervenir en autonome pour arracher les mauvaises herbes. Donc il y a des solutions, 4 solutions plus ou moins similaires qui ont été amenées. La nôtre, c'est du désherbage 100% mécanique, donc sans apport d'intrants. Et donc faire en sorte qu'un système de façon autonome prenne la décision d'arracher les mauvaises herbes sur ces distances-là est très complexe. Donc effectivement, c'est intéressé à la fois sur toute la chaîne de la perception, comment le système peut percevoir son environnement, comment il peut différencier un haricot, enfin une plante haricot d'une adventice ou un maïs, et puis comment il peut se déplacer de façon autonome, etc. Donc sur toute la chaîne, on a amené des solutions, ce qui nous a emmené, en fait, ce qui est très intéressant par ce contexte de challenge, c'est la mise en situation, parce que c'est pas toujours facile pour nous scientifiques d'aller sur le terrain et d'avoir des cultures sur lesquelles on peut éprouver nos solutions. Donc ça, c'est un point intéressant. Et par la suite, ça s'est poursuivi aussi à travers un challenge européen qui est Matrix Acre, qui se poursuit encore, parce que le challenge Rose se termine fin décembre, mais le challenge Acre européen continue et qui nous permettrait aussi d'aller pousser encore nos solutions plus loin et les amener sur le terrain pour faire des tests en conditions réelles. Et on a travaillé sur différentes conditions, enfin, c'est notamment dans des conditions météorologiques qui n'étaient pas toujours faciles pour nous, et sur des stades de développement aussi qui étaient parfois très complexes, où je dois dire, même à l'œil nu, en fait, nous, on avait du mal à voir vraiment qu'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise plante. Du coup, Ouidat, si on rentre un peu dans le détail, comment on fait pour reconnaître justement une mauvaise herbe d'une petite plantule de carottes ou de... Alors, nous, on a travaillé en collaboration avec une jeune entreprise qui s'appelle Carbon Bee, qui est située à Valence, qui ont développé un capteur qui s'appuie sur l'imagerie hyperspectrale. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais ça permet par réflexivité... Probablement non, donc voilà. On va l'expliquer. Donc j'essaie d'expliquer très rapidement. En fait, c'est de l'imagerie où la réflexivité sur la plante permet de détecter quelques caractéristiques, donc notamment des maladies, ou éventuellement il entraîne ces réseaux-là. Ce qu'on a aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, des réseaux apprenants à qui on va présenter beaucoup d'exemples pour dire qu'est-ce que c'est un haricot, qu'est-ce que c'est pas un haricot, et par généralisation, ils vont pouvoir prendre une décision sur ce qu'ils pensent être en situation un haricot. Donc on a travaillé avec eux, mais on a aussi développé nos propres algorithmes et on a couplé des algorithmes qui sont basés, ce qu'on entend aujourd'hui, à des approches d'apprentissage profond et aussi des modèles, parce que nous, en fait, dans notre ADN classique, on va dire, on travaille beaucoup aussi sur l'extraction de caractéristiques de l'image. Et donc, on a couplé les deux, ce qui a permis de détecter avec des taux de réussite très importants et différencier une plante d'intérêt d'un adventice. Donc, pour revenir à ma question, c'est quoi un robot? C'est en gros, il y a de l'intelligence. Est-ce qu'après, la machine doit être forcément totalement autonome, par exemple? Pas forcément, non. Sur la dernière question, c'est plus facile. Sur le reste, qu'est-ce qu'un robot? Ça, c'est plus complexe à définir. C'est peut-être plus facile dans l'imaginaire des personnes de parler d'intelligence artificielle. Un robot, ça inclut de l'intelligence artificielle, mais on peut faire de l'intelligence artificielle sans la partie, le mot en anglais, c'est embodiment. Et c'est donner un corps, en fait, à la structure. Et le robot, c'est un système physique avant tout, et ce système physique va interagir avec son environnement. Donc, il va être ancré dans son environnement, et c'est cette interaction qui ajoute une complexité beaucoup plus importante qu'un algorithme qui prend une décision en simulation uniquement, par exemple.
Nous, dans nos travaux, on a développé ce qu'on appelle des jumeaux numériques. On entend aussi parler de plus en plus parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller sur le terrain. Et donc, ça nous permet d'éprouver aussi nos solutions, de vérifier que toute la chaîne complète de l'acquisition de l'information jusqu'à la prise de décision se fait en sécurité par rapport notamment aux objets qui entourent, par rapport est-ce qu'on est en temps réel, est-ce qu'on est en capacité de prendre des décisions en temps réel. Et ces jumeaux numériques qui sont en fait des avatars de notre système réel permettent déjà de valider les décisions avant d'aller sur le terrain. Bon, on commence à rentrer dans une dimension que sans doute on va avoir du mal à maîtriser, mais c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui travaillent dessus, il y a des entreprises déjà qui le font, donc je vais passer la parole à Bertrand de Rennes qui va nous montrer que déjà sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a des entreprises qui existent qui déjà proposent des solutions. Bertrand, je te laisse peut-être dire 2 mots sur ce qui se passe justement sur notre territoire. Oui, merci Laurent. Et les slides sont là. Oui, donc les entreprises, c'est plutôt la cible d'ADI. Et là, je vous ai préparé une planche avec plusieurs photographies qui montrent l'état des lieux, où on en est aujourd'hui en robotique et en utilisation du numérique à destination de l'agriculture. Alors vous voyez deux véhicules tout en haut à gauche. Donc des véhicules électriques, donc on est bien sur la partie agroécologie. Deux véhicules, l'un avec des panneaux solaires, 2 véhicules légers qui ont pour utilité de se passer de pesticides. L'un en faisant du désherbage, donc c'est le plus gros, du désherbage mécanique, intrarang comme le précisait Widad à l'instant, avec la société Roban qui automatise, qui robotise ce véhicule, et l'autre véhicule qui fait de la tonte, la société Vitirover, qui a déjà vendu une centaine de robots, donc ça c'est un point important. Donc il y a déjà des robots, en l'occurrence dans les vignes. Celui-ci donc fait de la coupe de la tonte d'herbe. Et ces véhicules, comme je le disais, sont légers et donc ne tassent pas les sols. Donc c'est un point important, toujours au niveau de l'agroécologie, de ne pas tasser ces sols. Donc ce sont 2 exemples, je n'ai pris que des exemples qui sont de la région, la Nouvelle-Aquitaine, pour illustrer où on en est aujourd'hui. Donc ça c'était côté véhicule. À côté, vous voyez un robot pailleur. Donc c'est pour disperser de la paille, le juste besoin au bon endroit. Et puis plus bas, d'autres applications. Alors dans le domaine du numérique, Telespazio qui fait de la détection d'adventices avec des images prises par drone. Une autre société, donc toujours dans le domaine du numérique, équilibre plutôt sur la gestion de l'exploitation, gestion des coûts, de la traçabilité. Vous voyez une représentation d'un écran de gestion. Net Carbone, toujours dans la partie numérique avec l'exploitation d'images, où là il s'agit de la captation de carbone, regarder, mesurer cette captation et puis également apporter du service pour les entreprises, leur proposer des scénarios pour l'améliorer. Et puis 2 autres entreprises, là, les 2 dernières en partie basse à droite, des objets connectés. Donc l'un relié à une sonde pour mesurer les niveaux d'humidité, donc à Agralis. Et puis la dernière société, donc toujours en exemple, Végétal Signal, pour mesurer les signaux électriques des plantes et voir l'état hydrique, voir s'il n'y a pas de maladie non plus, mesurer différents facteurs par ces signaux. Alors du coup, en Nouvelle-Aquitaine, ça représente, si on peut passer au slide suivant, il y a quand même, là c'est quelques exemples d'entreprises, il y en a une petite dizaine. Là, Bertrand, je te laisse commenter, c'était effectivement une cartographie plus globale des solutions numériques à l'échelle de la région. C'est pour compléter ces exemples. Alors, là aussi, ce n'est pas exhaustif. Alors, il y a peut-être des gens dans la salle qui ne vont pas se retrouver sur
cette cartographie. L'objectif, c'est de montrer par rapport à mes identifications, mes recherches, quelles sont les forces en présence aujourd'hui. Alors il y a déjà des sociétés, comme on l'a vu dans les exemples, qui proposent des solutions. Donc là, vous en avez un peu plus là, sur la partie à gauche. En vert, les fournisseurs d'objets connectés. En rouge, les fournisseurs d'applications numériques. Et puis des fournisseurs de robots qui sont de plus en plus nombreux. Et comme vous le voyez, qui sont répartis sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est à mettre en parallèle avec le nombre d'entreprises de machinisme agricole. Donc ça, c'est sur la partie droite de la cartographie, sur la partie droite. Vous voyez qu'il y a un grand nombre d'entreprises de machinisme en région. Et toutes n'ont pas aujourd'hui intégré du numérique, donc toutes ne sont pas sur la partie gauche. Toutes n'en ont peut-être pas forcément besoin. C'est pas un but en soi de vouloir tout numériser, mais ça apporte dans beaucoup de cas du confort à l'utilisateur, de nouvelles possibilités. Et de nombreuses sociétés réfléchissent à intégrer du numérique et elles sont nombreuses. Merci Bertrand. Et ce qu'on peut dire effectivement par rapport aux exemples qui ont été présentés au premier slide, c'est que effectivement avoir une solution déjà de diagnostic par exemple de l'état hydrique d'un sol permet quand même de diminuer les ressources en eau, enfin la quantité d'eau nécessaire, parce qu'on arrive à mieux piloter justement par exemple l'irrigation. Tout comme pour le désherbage, pareil, Widad l'a dit, éviter d'avoir à utiliser des produits herbicides, par exemple. Ouais. Tout à fait. Alors, dans ces exemples, je ne me suis pas limité à l'agroécologie, mais il se trouve que tout participe à réduire les pesticides, à améliorer les conditions pour l'environnement. Et je crois qu'il n'y a pas un seul exemple qui n'y contribue pas. Oui, tout à fait. Merci. Alors du coup, on avait Marine Loargan qui aurait dû être présente en visio. Donc pour des problèmes techniques, on ne peut pas la voir. Elle est ingénieure de recherche en imagerie et notamment responsable d'une unité qui est sur le territoire du Bergeracois, qui est le CTIFL, le Centre technique de l'interprofession des fruits et légumes, le CTIFL, et qui a récemment donc investi dans une plateforme qui s'appelle Titech, dont le petit nom n'est pas là, mais donc c'est une unité de test de robots, enfin en tout cas de robotisation pour les filières justement fruits et légumes, sachant que le centre technique est bien évidemment un centre national, mais sur le site de Langsad, ils ont ce dispositif qui permet de tester, de développer des solutions robotiques. Donc on va voir une petite vidéo sur qu'est-ce que Titech et qu'est-ce que ça offre pour les porteurs de solutions. Pour stimuler l'innovation en matière d'agroéquipement et faciliter l'intégration de ces solutions dans les exploitations fruitières et légumières, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes a créé une plateforme de transfert des innovations et technologies, Titech. Situé en Nouvelle-Aquitaine, Titech vous permet de caractériser les performances de vos solutions technologiques en robotique, mécanisation, pulvérisation et capteurs. Une équipe pluridisciplinaire et spécialisée vous propose un accompagnement dans l'élaboration et la réalisation de vos projets en agroéquipement, depuis leur conception jusqu'à la formation de vos équipes techniques. Tout au long de l'année, nos équipes évaluent et optimisent des matériels innovants tels que des systèmes autonomes, des robots, des drones. À votre demande et selon vos besoins, nos ingénieurs peuvent réaliser les tests fonctionnels de votre matériel et évaluer l'effet agronomique dans des conditions réelles ou contrôlées. Pour s'adapter à toutes les cultures, ces tests sont réalisés en verger ou plein champ, en serre ou sous abri. Pour être dans les meilleures conditions, la plateforme Titech peut également vous fournir le matériel agricole nécessaire à la réalisation de vos tests. Nos experts vous accompagnent dans la mise en œuvre de vos essais et jusqu'à l'analyse de vos données. L'évaluation des performances techniques, agronomiques et environnementales de vos équipements vous permettra d'améliorer votre solution et ainsi de répondre précisément aux besoins des futurs utilisateurs. Pour répondre aux exigences réglementaires et environnementales, nous vous proposons également l'évaluation et l'optimisation de votre matériel de pulvérisation selon des protocoles adaptés. Des tests fonctionnels sont réalisés sur des vergers réels
ou artificielle dans un espace modulable et contrôlé. Parce que les innovations sont le fruit du partage de connaissances, des salles de conférence et un espace collaboratif sont également à votre disposition pour réunir et former vos équipes, mais aussi réunir vos partenaires dans le cadre de vos projets. Vous l'aurez compris, TITEC est une plateforme qui saura répondre à tous vos besoins, que ce soit pour un accompagnement sur mesure, pour la mise à disposition d'équipements en totale autonomie ou pour une formule clé en main. L'émergence des solutions de demain, c'est aujourd'hui avec TITEC. Donc on voit au travers de ce film effectivement que sur la filière fruits et légumes, et je me fais le porte-parole du coup de Marine qui aurait dû être en visio, c'est vrai qu'il y a un enjeu alors qui est aussi bien évidemment celui de la diminution de l'usage des pesticides et des phytosanitaires. Il y en a un autre qui est très prégnant, c'est celui de la pénibilité du travail. Il y a beaucoup de tâches encore qui sont manuelles. Ça peut être le désherbage, dans les filières notamment bio. Ça peut être aussi, vous le savez, puisqu'il y a beaucoup de filières arboricoles sur la Nouvelle-Aquitaine, qui est la récolte, qui aujourd'hui se fait encore en grande partie manuellement, avec des ports de charge relativement élevés. Donc c'est vrai que ces solutions-là aussi cherchent à renforcer, ou en tout cas améliorer la pénibilité du travail pour ces filières et aussi assurer leur compétitivité, puisqu'il y a énormément de difficultés à rendre attractifs ces métiers et les travaux saisonniers qui sont sur ces récoltes. Ouida, je voulais peut-être poser une question simple, alors qu'on n'avait pas forcément prévu, mais effectivement sur les enjeux des entreprises qui collaborent avec vous. Vous avez effectivement parlé de l'enjeu plus aujourd'hui de diminution des phytos. Est-ce que sur la partie des charges, c'est des enjeux que le labo adresse sur effectivement comment essayer de trouver des solutions pour faciliter ou améliorer la pénibilité du travail ou pas du tout? Alors, c'est un point important que la robotique au sens large l'adresse dans différents contextes, pas uniquement agricoles, mais dans d'autres contextes, donc, par exemple la santé, notamment l'accompagnement des aides-soignants, etc. Donc oui, en effet, c'est un indicateur important pour savoir comment ces solutions sont adaptées à l'utilisation humaine et comment elles peuvent aussi soulager l'intervention humaine. Donc ça, c'est un point en effet très important, et l'autonomie du système va aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de travailler avec l'utilisateur de façon à ce que, on va dire, on réduit la surcharge, que ce soit la surcharge cognitive dans certains contextes ou la surcharge fonctionnelle. On parle souvent de pénibilité, enfin des troubles musculaires par exemple. Donc oui, tout à fait, ça va dans ce sens-là. Et l'autonomie du système va pour améliorer ces points-là. Oui. Donc ça va par exemple jusqu'à... Vous travaillez sur des exosquelettes, donc ça peut être intéressant aussi de dire ce que c'est. C'est pas cobotique, est-ce qu'on peut définir aussi cette notion? Enfin, nous, sur la partie recherche, on travaille avec des étudiants parce que je suis aussi dans une école d'ingénieurs en mécatronique, donc on a aussi des systèmes qui sont développés avec des étudiants, mais plus pour on va dire, à des buts de formation. Sur la partie recherche, on ne travaille pas spécifiquement sur les exosquelettes. Par contre, je ne sais pas si on a travaillé par exemple sur la... C'est un système robotisé qui peut aider sur ça? Tout à fait. Tout ce qui est accompagnement, donc on parle de cobotique, par exemple, de robots collaboratifs qui peuvent travailler donc en présence de l'humain, décharger, déplacer des charges lourdes, accompagner aussi, par exemple, dans certaines tâches, que ce soit industrielles. Sur la partie, pour revenir sur l'agriculture, et donc notamment il y a des défis, des challenges très importants en manipulation. Quand on parle par exemple de fruits ou légumes, ce sont des objets souples. Donc le développement de systèmes qui permettent de manipuler sans écraser l'objet qui nous intéresse est quand même très problématique. C'est encore, il y a beaucoup de travaux de recherche aujourd'hui, notamment en France, qui travaillent sur ce sujet. La reconnaissance des objets d'intérêt, comment le système peut travailler en sécurité à côté, mais sans écraser la personne. Donc, en fait, il y a de nombreuses encore problématiques qui sont ouvertes pour la recherche. Il y a des solutions qui existent. Elles ne sont pas certifiées. Donc, pour aller sur le terrain, donc se pose souvent ce frein de certification pour mettre des solutions, que ce soit dans le monde industriel et j'imagine pareil dans le monde agricole, on travaille direct avec l'usager. Mais il y a beaucoup d'avancées qui sont réalisées, notamment dans les laboratoires de recherche, mais pas que. Il y a des entreprises aussi qui s'intéressent à ces problématiques-là.
Qu'on le voit là, effectivement, sur le slide, vous aviez les challenges de la recherche. Oui, j'avais C'est vrai tout à fait. Allez-y. En fait, j'aurais dû mettre peut-être même un extrait d'image type qu'on extrait nous sur le terrain par le robot, où franchement c'est très très compliqué de faire de la reconnaissance. J'en ai mis quelques exemples ici tout en haut pour détecter par exemple des maladies avec des systèmes de type drone qui voient de façon très éloignée, donc on n'est pas en perception proximale. Et même lorsqu'on se rapproche en fait des plantes, c'est très difficile parfois d'aller chercher l'objet d'intérêt et de protéger cet objet d'intérêt par rapport au reste. J'ai mis l'exemple de la manipulation. Il y a des projets européens qui travaillent sur le poivron, par exemple, pour la récolte de poivron, de la fraise, le développement de manipulateurs souples et le contrôle, la partie déplacement dans des conditions climatiques et de sol qui ne sont pas faciles, hein, garantir la sécurité à la fois de la plateforme et des utilisateurs. Et puis les problèmes de sécurité, bien entendu, hein, qui sont liés à la fois la sécurité des personnes, mais aussi la sécurité de la donnée, parce que on peut accéder aux données, il peut y avoir des utilisations détournées de l'utilisation initiale d'une information. Donc, les hackers sont partout hein, et ils peuvent retourner le système contre vous. Oui, c'est ça. En fait, il y a des enjeux aussi de sécurité informatique et numérique sur les machines elles-mêmes. Tout à fait. Comme tout ce qui touche au numérique, hein, un robot, c'est un corps, mais c'est aussi une intelligence. Et beaucoup de numérique aussi, et tout ce qui effectivement touche aux problèmes d'enjeux de sécurité du numérique, on va les vivre aussi avec un système artificiel. Avant de décliner effectivement les plans aussi hein, que la région peut offrir au niveau du développement de la filière, je voulais juste citer, puisque Widad, vous êtes également actrice au niveau national, donc il y a une association nationale qui s'appelle RobAgri, qui est une association sur la robotique agricole, qui fédère un peu tous les acteurs de l'innovation, donc aussi bien les acteurs eux-mêmes des robots, les gens qui fournissent les solutions à ces robots, ceux qui les utilisent, et puis tout le monde de la recherche et de l'innovation dans les centres techniques. Oui, il y a vraiment un besoin de structuration, et je l'ai entendu aussi un peu ce matin. Il y a un fort besoin de structuration, que les personnes travaillent ensemble. Enfin, si je peux dire, moi, j'ai pas de connaissances agronomes. Enfin, je suis une technicienne, enfin, je veux dire, le domaine de la robotique, c'était très utile d'avoir dans le consortium des personnes qui parlent agronomie, même si le cahier des charges il était assez précis de l'ANR. En fait, on a appris beaucoup sur le terrain et il y a vraiment besoin de créer les écosystèmes qui permettent de regrouper à la fois le chercheur, l'industriel, l'exploitant, le paysan, l'utilisateur, enfin tout le monde qui travaille ensemble pour aller vers des solutions qui soient en fait durables finalement. On ne fait pas un système pour qu'on vienne ronger par la suite, mais qui ait une exploitation durable des solutions qui sont proposées. C'est de la co-construction que ça devrait faire en fait. Oui, parce que l'acceptabilité des solutions est quand même encore quelque chose qui est important, parce qu'effectivement un robot ne fait pas tout, ne fera jamais tout. Tout à fait. Et en fait, l'acceptabilité, c'est peut-être même comment dire, on va pas faire de la sémiotique là aussi, mais enfin moi ce que j'entends dans l'acceptabilité, c'est un post-système. Il faudrait travailler ensemble en amont et peut-être même réinventer la culture elle-même. Pourquoi 5 cm d'intrarond et pourquoi pas 10 ou pourquoi pas... Enfin, il faut co-construire les solutions de demain de façon à ce que à la fois les solutions technologiques, que ce soit robots ou autres, et puis aussi les besoins agronomiques travaillent ensemble. L'acceptabilité, ça voudrait dire qu'on propose un système et on va le mettre en situation, on va voir est-ce que c'est accepté ou pas. Donc là, on arrive trop tard en fait. Quand on parle d'acceptabilité, on est déjà en aval de la chaîne et c'est un peu trop tard. Tout à fait. Ouais, c'est effectivement les fameux aussi laboratoires d'innovation technologique où tout le monde travaille ensemble dès le départ de l'innovation. Super. Bertrand, peut-être pour un dernier mot, mais aussi un mot important sur effectivement le développement de la filière et l'accompagnement de la région et en particulier de l'agence sur cette filière. Donc l'agence justement joue le rôle de mettre plusieurs parties en relation pour co-construire des projets. Donc il y a un programme d'action qui a démarré avec une première action qui est lancée, portée par ADI, avec de nombreux partenaires, donc les pôles Agri-Sud-Ouest, le cluster machinisme agricole, la Chambre régionale d'agriculture également, et puis évidemment la région qui supporte l'ensemble.
Et la première action qui est lancée, c'est de soutenir le développement des entreprises qui agissent au niveau du numérique, de la robotique, au service des exploitants agricoles, des agriculteurs. Donc sur ce périmètre bien donné, là on ne va pas s'attacher à tout ce qui est en amont, la biologie, semences, ça ne va pas faire partie de cette première action, ni la partie agroalimentaire en aval. On est vraiment sur l'exploitation agricole et sur les technologies, les outils au service de l'exploitation. L'action, elle se décline en 2 axes principaux. Un premier axe où on va s'intéresser aux besoins, donc le besoin de l'agriculteur. On va identifier ce besoin et on va surtout le qualifier. Le qualifier en termes économiques, il faut que ça soit rentable. En termes humains, on parlait de pénibilité. Il faut que c'est un apport aussi pour les individus qui travaillent dans l'exploitation. Et également en termes environnementaux, enfin, on est là pour ça aussi. Et puis en termes techniques, bien voir si ce besoin peut avoir une réponse technique, si aujourd'hui l'état de l'art permet d'apporter cette réponse. Et le deuxième axe, c'est la construction de la réponse, donc avec essentiellement les fournisseurs de techno, mais il y a, entre l'axe 1 et l'axe 2, il y a forcément des allers-retours, l'un ne va pas sans l'autre, c'est le besoin qui fait la solution, et la solution ne sera pas bonne si elle n'est pas confrontée aux besoins. Et dans cet accompagnement de la solution, de cette réponse aux besoins, on va mettre l'accent sur l'industrialisation. Il y a encore aujourd'hui trop de produits qui restent à l'état de proto, qui ne donnent pas satisfaction. Et on a besoin d'avoir des produits aux caractéristiques industrielles. Donc on va s'attacher avec les fournisseurs à travailler sur ce qui fait qu'un projet est réellement industriel, sur la méthodologie, je parlais de l'état de l'art, savoir d'où on part, ce qui existe, ne pas réinventer non plus, donc travailler avec, en contact avec d'autres structures comme Rob Agri, qui maîtrise cet état de l'art, donc il y aura forcément des contacts réguliers. Travailler sur la méthodologie, la recherche de partenaires, avoir les meilleurs partenaires possibles, et puis du conseil certainement, sachant que l'industrialisation, ça se travaille très tôt, le plus tôt possible, dès la conception, et c'est en plus d'un message à faire passer, d'une sensibilisation, un accompagnement à apporter aux fournisseurs. Ok. On arrive sur le terme de cette table ronde. Je voulais juste préciser donc qu'il y a, en parlant de plan, il y a un grand plan effectivement en robotique agricole qui va être lancé probablement en début d'année par l'État, donc effectivement qui d'ailleurs va rassembler l'ensemble des différentes étapes, aussi bien les laboratoires de recherche que les centres techniques comme le CTIFL, qui sont aussi des opérateurs pour valider finalement les sorties de labo, être présents auprès des professionnels de chaque filière. Et puis, effectivement, à la fin des fins, de toute façon, les dispositifs d'homologation, puisqu'on n'a peut-être pas parlé de ce mot-là, mais là aussi, il faut être homologué pour pouvoir mettre sur le marché ces outils et ces solutions. Je ne sais pas, est-ce qu'on a 2 minutes pour une question, ou si on ne l'a pas, on s'arrête là. On ne l'a pas. Si, on l'a. Donc, s'il y a une question, on peut la prendre, et puis sinon, on va vous laisser à vos occupations. Vous aviez dit que vous en parleriez en introduction, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. C'est sur cette fameuse donnée, tout ce qu'on appelle l'open data et ce genre de choses. Quel est votre point de vue sur sa disponibilité, son obligation à être disponible aussi, puisque c'est quand même ça que dit la loi. Et ça va rejoindre l'intervention que j'ai faite tout à l'heure.
Tout ça au service d'une meilleure compréhension de la problématique par les citoyens sur des territoires, pour pouvoir vraiment comprendre quelle est la problématique agricole et pas que sur le territoire, sur les territoires qu'on habite, et pour avoir pas mal travaillé pour la coordination nationale des conseils de développement, pour ceux qui savent ce que c'est qu'un conseil de développement. On a réalisé, puisqu'ils ont envie de s'impliquer dans les PAT, toute une cartographie qui permet de savoir déjà si le conseil de développement est partie prenante possible d'un PAT, et puis après derrière de lui donner accès à de la donnée agricole basée sur le RPG agricole, sur la géologie et ce genre de choses. Donc voilà, et si je voulais savoir un petit peu comment la région pourrait soutenir ce genre d'initiative, de mieux poser la question ou de mieux proposer de l'information aux cititoyens qui souhaiteraient s'engager. Alors déjà sur la première question, peut-être d'ailleurs que c'est intéressant sur la recherche publique, Widad, vous pouvez témoigner que déjà vous êtes engagé pour l'open data assez fortement de vos résultats. Oui, tout à fait. Un engagement très très fort sur l'open data, en particulier dans des contextes où on manque drastiquement de données sur l'agriculture. Donc là, il y a à la fois dans le cadre du Challenge Rose, enfin au financement public, donc il y a obligation de mettre à disposition les données. Les données ont été réutilisées dans d'autres contextes, notamment dans le Challenge européen Metrics, sur des éléments qu'on a acquis nous sur le terrain. Et puis il y a des groupes de travail spécifiques là-dessus, donc notamment dans Robagri, dans le Grand Défi également. Il y a des actions qui sont menées explicitement là-dessus. Donc il y a des aspects aussi qui sont liés à la protection de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est normal. Il faut que les personnes puissent publier leurs travaux, etc. Mais oui, c'est un travail de fond qu'il faut mener de façon continue pour effectivement rendre accessibles les éléments. Et aujourd'hui, il y a des volontés, que ce soit du CNRS, que ce soit on va dire le monde de la recherche est très très sensible à ça. Et pour compléter, effectivement, dans le cadre, pas que de Robagri, mais typiquement, là je me fais aussi le porte-parole de Marine, les centres techniques ont créé donc Ag Data Hub, qui est, comme son nom l'indique, un hub, un peu c'est un fournisseur d'accès de données en fait issues de tous les centres techniques agricoles et d'autres d'ailleurs aussi acteurs qui ont envie d'y aller. Donc vous pouvez les contacter et leur demander d'avoir accès à tel jeu de données sur telle filière, à telle époque, etc. Donc ça c'est aussi une proposition de service plutôt que de taper à chaque porte finalement de chaque labo ou de chaque centre technique. Voilà, qui permet d'accélérer aussi ce mouvement-là. Ouais, on s'en arrête. Ok, désolé, je suis désolé. Merci beaucoup, merci aux deux intervenants. Je te laisse la parole pour le mot final. Voilà. Deux micros, c'est trop. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui à cette étape de l'innovation à Bergerac. Donc sur le sujet de l'agroécologie, changer de culture vite. Je vais me faire engueuler par la technique. Voilà. Donc moi je suis Julie Decou, je travaille à l'ADI, je suis au pôle territoire. Et voilà. Et dans nos missions, on a d'être au plus près des territoires, voilà, de l'agglomération de Bergerac étant une de nos adhérentes. Voilà, on a travaillé cette journée avec eux. Donc merci à vous tous. C'est quoi la suite? Moi j'aime bien cette question parce qu'en général, c'est quoi la suite? Donc la suite, ça va être quoi? Ça va être un replay en fait de tout ce qui s'est passé aujourd'hui sous 48 heures, 72 heures environ. Donc je vous invite à suivre et vous abonner au LinkedIn d'ADI. Et vous retrouverez également la fresque des solutions qui avait été exposée aussi dans le réfectoire, qui sont des initiatives du territoire au sens large de la Nouvelle-Aquitaine sur de la thématique agroécologie. Donc si vous avez d'autres initiatives, faites-le nous remonter, on les mettra aussi parce que c'est créer finalement un début de référentiel sur un sujet particulier, qui peut donner des idées, des mises en relation, parce que c'est aussi ça finalement de travailler sur une étape de l'innovation. Guillaume. Oui, et puis juste un dernier mot pour remercier encore tous nos partenaires, le Crédit Agricole. Merci Sandrine et à toutes les équipes du Crédit Agricole qui nous ont permis de faire cette table ronde dans des conditions exceptionnelles. Et j'en profite aussi pour parler d'une autre opération qui s'appelle les Cafés de la Création, qu'on pilote aussi avec le Crédit Agricole, à l'initiative du Crédit Agricole depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est chaque mois, si vous avez des projets de création d'entreprise, des créations d'activités, il y a un rendez-vous à Bergerac le premier mardi de chaque mois, au-dessus de la FNAC, dans le centre-ville de Bergerac. Donc vous êtes les bienvenus si vous avez un projet de création. Et je voulais remercier aussi les équipes de la CAB, d'Agri Sud-Ouest Innovation et bien sûr mes collègues d'ADI.
pour la qualité de leurs prestations. Merci beaucoup. Et tous les intervenants et le monde de ce matin. Merci à vous tous. Belle journée.